Bonjour Michael, nous sommes déjà fin 2025. D'après toi, quelles leçons peut-on tirer d'une année comme celle-ci pour les économies mondiales ? Écoute, moi j'ai été fort impressionné, une nouvelle fois j'allais dire, par la capacité d'adaptation des grandes entreprises. On a quand même traversé des chocs géopolitiques majeurs. On a eu le fameux jour de libération en avril où les bourses avaient quand même fortement chuté. On avait même parlé de crack en avril et on avait fait une conférence fin mars où on avait invité, ça je me souviens, nos partenaires à garder leur sang-froid et ça a bien payé parce que non seulement les marchés ont rebondi, mais ils ont largement dépassé le point auquel on était juste avant ces annonces-là. Donc c'est cette leçon-là, bien une manière de se protéger de ce monde qui parfois est un peu fou, c'est d'investir dans des grandes entreprises telles que celles que l'on a en portefeuille. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on a fait. Souvenez-vous, on avait vendu des actions fin février, justement en se disant qu'il pourrait se passer quelque chose, et on a assez vite réacheté pour remonter notre poids d'action quasi au plus haut de ce qu'on peut avoir, entre 75 et 80%, justement pour bénéficier de cette agilité des entreprises. Maintenant, ce positionnement aujourd'hui dans les portefeuilles, il est toujours très élevé. L'important, c'est de savoir quelles sont les perspectives pour l'année prochaine. Oui, elle reste bonne. Je te dis que les politiques monétaires et budgétaires aux États-Unis restent bien orientées. L'impulsion monétaire sera moins forte que cette année, parce qu'on a quand même une baisse de taux très importante de 175 points de base, 1,75% depuis décembre 2024. Mais néanmoins, on a une inflation qui est aussi orientée dans la bonne direction. Je pense qu'on va s'orienter vers des taux de 2,5%. Il faut savoir que le prix du pétrole aussi est bas, ce qui bénéficie aussi à l'économie mondiale et en particulier à l'Europe, soit dit en passant. Et on a évidemment des taux longs qui restent un peu élevés. Mais néanmoins, tous ces facteurs-là montrent que les entreprises sont quand même encore capables d'enregistrer des profits élevés. Notamment, on le voit à travers la dynamique du marché du travail, où les entreprises embauchent moins, mais parce que justement, elles cherchent à se réorganiser, leur masse salariale pour tirer profit de l'intelligence artificielle. Et un bel exemple, c'était Walmart, qui était une entreprise qui est très agile sur ce plan-là. Donc, maintenir encore des positions fortes en action pour l'année prochaine, aucun souci. Les valorisations ne sont pas trop élevées. La réorganisation des entreprises va maintenir des marges élevées qui vont donner des profits et des bénéfices qui continuent à être en augmentation. Côté européen maintenant, le discours est peut-être légèrement différent ? Alors oui, évidemment, le couple inflation-croissance est différent en Europe. On va sans doute aller vers une inflation qui sera inférieure à la cible de 2%. On a une croissance qui est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, mais qui est plus stable. Mais néanmoins, on a une visibilité meilleure qu'au préalable. L'Allemagne va lancer son grand plan de relance de l'infrastructure de plus de 500 milliards d'euros. Et elle va aussi lâcher les cordons de la bourse pour les dépenses militaires, au-delà de 1% du PIB. Et les entreprises également, du point de vue de la zone euro, sont très agiles et elles ont bien performé en 2025 et les perspectives bénéficiaires sont également bonnes, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et puis je pense que ce qu'il faut surtout mettre en avant, c'est les valorisations en Europe qui sont inférieures à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Et elles expliquent aujourd'hui pourquoi on maintient des positions fortes en action, mais par contre, on a opéré une rotation en passant de l'Amérique, qui est très fort tournée vers les technologies et vers l'intelligence artificielle, pour se repositionner un peu plus en Europe, vers des sociétés un peu plus value, c'est-à-dire un petit peu moins chères, plus défensives et un peu plus industrielles. Maintenant, un dernier point que je voulais voir avec toi, je pense que quelque chose qui a été très très important en 2025, ça a été l'évolution du dollar, aussi bien pour l'économie que pour les portefeuilles. Quelle est ton analyse et quelle est ta vision pour l'année prochaine ? Alors évidemment, le dollar souffre toujours de ce double déficit aux États-Unis qui est pérenne. Un déficit budgétaire important, un déficit extérieur qui reste important, même si effectivement, depuis quelques mois, ce déficit commercial extérieur se résorbe quelque peu. Ça, c'est vrai que ça pèse sur le dollar, mais d'un autre côté, on a une croissance qui reste forte, un taux de croissance réel après inflation de 2,3%, ce qui est aussi un facteur quand même de soutien pour le dollar. Donc pour l'instant, on est dans une bande, 1,12, 1,18, mais il faudra quand même surveiller ça de près parce que les mouvements sont parfois très brusques sur le dollar, mais on a été particulièrement agile en 2025 sur ce plan.
Oui, je pense que c'était même la décision la plus importante et celle qui a eu le plus d'impact sur le rendement des portefeuilles, c'était de couvrir le dollar justement pour limiter le risque par rapport à l'exposition à la devise. Ne reperdons pas sur la devise ce qu'on pouvait gagner sur le choix des titres américains. Donc on a couvert jusqu'à 50% du dollar au plus haut et on a maintenu cette couverture jusqu'à la fin de l'été. Aujourd'hui, dans l'incertitude, on a un petit peu réduit cette couverture, elle est passée à 35%, mais nous la maintenons parce que justement, on a plutôt l'idée de se dire que le dollar pourrait encore un petit peu glisser plutôt que se renforcer. Merci Mickaël pour cette conversation une nouvelle fois très instructive. À l'année prochaine pour de nouvelles analyses. À bientôt. À bientôt.